Le treuil hurlait d'une seule note aiguë et stridente. La cage métallique dans laquelle nous nous trouvions s'enfonçait lentement dans l'obscurité, et la seule chose qui nous reliait au monde extérieur était ce bruit et le câble d'acier qui disparaissait dans la brume blanche. Nous étions en 1989, et nous, le géologue Silas, le commandant de l'expédition Brandt, le technicien Kaylen et la biologiste Anya, descendions dans la faille du glacier Larsen. La fissure était récente, datant de quelques mois seulement. Une cicatrice géante sur le corps de l'Antarctique. Les radars indiquaient un vide à environ 200 mètres de profondeur, une vaste caverne, et nous allions être les premiers à la voir de l'intérieur. Les parois blanches de la faille, éclairées par nos lampes, laissaient de place à des parois bleues, puis bleu-noir. La pression augmentait, la glace autour de nous gémissait doucement, émettant des sons semblables à un long soupir. Brandt se tenait immobile, le visage éclairé par la faible lumière du tableau de bord sur sa poitrine, parfaitement calme. C'était un vétéran des expéditions polaires, et son imperturbabilité se transmettait aux autres. Kaylen marmonnait quelque chose en vérifiant les relevés des capteurs. Son travail consistait à veiller à ce que cette boîte en acier ne devienne pas notre cercueil. Anya, les bras autour d'elle, ne regardait pas les parois de glace, mais nos visages, à l'affût du moindre signe de malaise. Quant à moi, Silas, je regardais vers le bas, dans l'abîme, essayant d'apercevoir le fond. En tant que géologue, je m'attendais à voir un amoncellement chaotique de blocs de glace et de roches, typique du fond d'une crevasse glaciaire. La lumière de notre projecteur, fixée au fond de la cage, perçait à peine l'obscurité. 150 mètres, 180. L'air était devenu nettement plus dense. Le froid pénétrait même à travers les multiples couches de vêtements thermiques. Enfin, une secousse, légère, presque imperceptible. Nous étions arrivés au fond. Le treuil s'est tu, et le silence était tel que j'entendais ma propre respiration dans le régulateur et les battements de mon cœur. Kaylen fut le premier à la rompre. La communication avec la surface est stable. L'atmosphère et c'est normal, on peut ouvrir. Brandt acquiesça. Ouvre. Dans un sifflement hydraulique, la rampe s'abaissa et le faisceau de notre projecteur jaillit à l'extérieur, illuminant un immense espace. C'était effectivement une grotte gigantesque, dont les voûtes se perdaient quelque part dans l'obscurité. Mais ce que nous avons vu devant nous ne correspondait à aucun modèle scientifique. Le fond de la grotte était parfaitement plat. Pas seulement plat, mais lisse, comme s'il avait été poli. Et juste devant nous, à une vingtaine de mètres, un mur s'élevait de ce sol glacé. Il ne ressemblait pas à une formation glaciaire naturelle. Il était constitué d'énormes blocs rectangulaires de pierres sombres, presque noires. Les blocs étaient assemblés avec une précision incroyable, sans espace visible ni mortier. « Qu'est-ce que c'est » demanda Annie d'une voix sourde dans son casque. « Kaylen, éclaire le mur » ordonna Brandt. Un puissant faisceau de projecteurs frappa la structure et nous la vîmes dans toute sa splendeur. Ce n'était pas simplement un mur, c'était une entrée. En son centre s'ouvrait une ouverture sombre, haute de 3 mètres et suffisamment large pour laisser passer notre motoneige. De là partait un couloir dont les murs étaient également recouverts de ces blocs noirs. La glace au-dessus et autour du couloir était transparente comme du verre, et il semblait que ce tunnel de pierre avait été gelé dans le glacier il y a des milliers, voire des millions d'années. Je m'approchais du bord de la passerelle, sentant la glace craquer sous mes bottes. « Brandt, c'est impossible !» dis-je en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. « Il ne peut y avoir rien de tel ici. Ce n'est pas une formation géologique, c'est une construction artificielle. »« Je vois, Silas, » répondit-il calmement. Il se tourna vers nous. « Nous entrons à l'intérieur. Kaylen, vous restez près de la cage.
Vous maintenez la communication avec la surface et avec nous. Vous faites un rapport toutes les 5 minutes. Si la communication est coupée, vous attendez 10 minutes et vous commencez l'ascension, avec ou sans nous. C'est un ordre. Anya, Silas, vous venez avec moi. Nous prenons des échantillons, des photos et des vidéos. Avancez prudemment. Personne ne discuta. La curiosité scientifique l'emportait sur la peur. Nous descendîmes sur le sol glacé. Le froid était incroyable. Il venait d'en bas, de cette glace lisse. Nous nous approchâmes de l'entrée. Les pierres noires étaient lisses au toucher, sans aucune fissure ni ébréchure. Elles n'étaient pas froides comme la glace, mais plutôt à température neutre. À l'intérieur du couloir, l'obscurité était totale. Nous avons allumé nos lampes de frontale. L'heure d'un rayon faisait d'eux et ressortir de l'obscurité les mêmes blocs parfaitement ajustés. Le couloir était droit, sans courbe. Nous avons avancé. Nos pas résonnaient dans le silence. L'air ici était immobile, ancien. Pas un grain de poussière, pas le moindre mouvement. Les murs de pierre noire s'enfonçaient dans l'obscurité, aussi loin que portait la lumière des lampes. Mais le plus étrange se trouvait sur les côtés. Les murs du couloir n'étaient pas continus. À intervalles réguliers, environ tous les 10 mètres, ils comportaient une sorte de niche ou de renfoncement. Mais elles n'étaient pas vides. Chaque niche était recouverte d'une épaisse couche de glace parfaitement transparente, semblable à une lentille géante. Ce n'était pas la glace trouble et bleutée d'un glacier. Celle-ci était cristalline, sans la moindre bulle d'air. Et derrière cette glace, il y avait quelque chose. Nous nous sommes approchés de la première niche. Brandt a éclairé l'intérieur avec sa puissante lampe torche, et nous nous sommes figés. Derrière la paroi de glace, dans le pergélisol, se trouvait une silhouette. Elle se tenait debout, comme enfermée dans un sarcophage transparent. Cela ne ressemblait pas à un être humain. La créature était grande, environ 2,50 m. Ses membres étaient anormalement longs et fins, se terminant par une sorte de patte à 3 doigts, munie de longues griffes. Sa tête était allongée, sans yeux ni bouche visible, avec une peau lisse et pâle. Il était figé dans une posture qui n'exprimait ni paix ni sérénité. Une de ses mains était pressée contre la paroi de glace de l'intérieur, comme dans une dernière tentative, désespérée pour s'échapper. « Anya » souffla Brandt. « Je vois » répondit-elle doucement en s'approchant. Sa lampe éclaira les détails. Aucun signe de décomposition, préservation parfaite. Il a été congelé instantanément. Nous avons continué notre chemin, passant d'une chambre glacée à l'autre. Elles étaient toutes occupées, et dans chacune d'elles se trouvait une nouvelle créature, différente de la précédente. Dans une chambre se trouvait quelque chose de trapu et de massif, recouvert d'une armure chitineuse, comme un insecte géant. Dans une autre, une créature au long cou flexible et à la gueule pleine de dents acérées. Dans la 3e chambre, nous avons vu quelque chose qui ressemblait vaguement à un humain, mais avec de larges ailes membraneuses dans le dos. Certains avaient des crocs, d'autres des membres allongés, d'autres encore de nombreux yeux fixés dans le vide. Tous étaient figés dans des poses différentes. Certains semblaient dans le calme, endormis, mais la plupart étaient figés dans un mouvement plein de rage ou d'horreur. Ils se cognaient contre leurs parois de glace, les griffaient, essayaient de s'échapper. Ce n'était pas un entrepôt. C'était une prison de glace pour des dizaines, voire des centaines de créatures inconnues de la science. Nous marchions dans ce couloir de l'horreur, et à chaque nouvelle cellule, un sentiment oppressant grandissait en nous. Qui avait construit cela? Qui avait rassemblé toutes ces créatures au même endroit, au fond du monde, et les avait emprisonnées dans la glace? Et pourquoi? Nous avions déjà parcouru une centaine de mètres. Le couloir semblait interminable. « Brandt », dis-je en m'arrêtant devant une autre cellule. Il y avait là une créature qui ressemblait beaucoup à un être humain.
si l'on acceptait sa peau entièrement noire et les veines blanches qui brillaient à travers la glace sur tout son corps. Nous devons prélever un échantillon, de la glace, de la pierre, n'importe quoi. Je pense la même chose, répondit Brandt, mais pas de la pierre. Nous ne pourrons pas percer la pierre. Essayons la glace, ici, au bord de la chambre. Anya, prépare le conteneur. Silas, ton forêt. J'ai retiré le forêt géologique de mon épaule. Il était petit, alimenté par batterie, destiné à prélever des carottes dans les roches. Mais contre la glace, il devait passer comme un couteau dans du beurre. J'ai choisi un endroit à la jonction entre le bloc noir et la lentille de glace. Je me mets en route, ai-je prévenu. Un faible bourdonnement s'est fait entendre et le forêt a touché la glace. Des copeaux de glace se sont répandus sur le sol. Le forêt pénétrait facilement. J'ai avancé d'1 centimètre, puis de 2, puis de 5. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Une fine fissure, à peine visible, s'est formée sur la glace cristalline de la chambre. Elle partait de l'endroit où je forais et serpentait vers le haut. Le vrombissement de la foreuse semblait assourdissant dans le silence qui régnait. Puis, nous avons entendu un autre bruit, un grincement grave et prolongé qui ne provenait pas de mon outil. Il venait de l'intérieur, de la chambre de glace elle-même. La fissure s'est élargie et une autre, semblable à une toile d'araignée, s'en est détachée. C'est alors que la créature à l'intérieur a tressailli. Son doigt, pressé contre la glace, a bougé de manière à peine perceptible. « Silas, arrête, tout de suite !» La voix de Brandt a coupé le bourdonnement de la foreuse. J'ai retiré ma main comme si elle avait été brûlante. L'outil s'est tu. Dans le silence assourdissant qui a suivi, nous l'avons entendu à nouveau. Un bruit sourd et grattant provenant de derrière la paroi de glace. La fissure dans la glace s'allongea lentement, mais sûrement de quelques centimètres, émettant un léger tintement de vert. Puis, il y eut un choc, faible, sourd, comme si quelqu'un avait poussé la paroi de l'intérieur avec son épaule. Nous reculâmes tous les trois. La lampe d'Anya vacilla et le faisceau de lumière dansa sur le visage de la créature gelée. Avions-nous rêvé, ou sa tête s'était-elle légèrement tournée vers nous? « Elle est vivante, Brandt, elle est vivante », murmura Anya. Sa voix n'était pas empreinte d'enthousiasme scientifique, mais d'une terreur primitive. Et aussitôt, comme en réponse à ces paroles, un grincement similaire retentit dans la chambre voisine, où se trouvait une créature ressemblant à un insecte géant. Puis dans une autre, et encore une autre. Les sons se propagèrent dans le couloir comme un écho, passant d'une tombe de glace à l'autre. Cela ressemblait à un réveil. Le réseau de fissures sur la chambre devant nous commença à s'étendre rapidement. À partir de l'endroit où je perçais, elle se propageait dans toutes les directions, recouvrant la surface transparente de la lentille de glace. Le grincement provenant de l'intérieur fit place à des coups comme fréquents et puissants. Boum, boum, boum. À chaque coup sur la glace, de nouvelles fissures apparaissaient. « Reculez tous, vers la sortie, vite !» ordonna Brandt. Sa voix était ferme, sans aucune trace de panique, et cela nous ramena à la raison. Nous fîmes demi-tour et nous précipitâmes dans le couloir. Nous ne regardions plus autour de nous. Nous ne regardions plus les prisonniers. Ce couloir n'était plus un musée de créatures inconnues, mais une rangée de cellules qui s'éveillaient. Les bruits s'intensifiaient. Aux coups d'armes sourds et aux grincements s'ajoutait un grondement aigu et vibrant qui semblait provenir des pierres noires elles-mêmes. Le sol sous nos pieds tremblait légèrement. Les faisceaux de nos lampes frontales éclairaient dans les chambres glacées dans l'obscurité, devant lesquelles nous passions en courant, et nous avons vu que des fissures apparaissaient de déjà sur elles. Sur toutes, le processus s'était déclenché comme une réaction en chaîne. Notre intrusion, notre petite ouverture, faite par le forêt,
avait rompu un équilibre ancestral. Nous avons entendu quelque chose s'effondrer derrière nous dans un fracas assourdissant. Je n'ai pas osé me retourner. Nous courions, respirant difficilement dans nos régulateurs. Nos lourds vêtements polaires entravaient de nos mouvements. Chaque pas résonnait dans nos oreilles. Le chaos sonore derrière nous devenait de plus en plus fort. C'était une cacophonie de coups, de grincements, de hurlements et de craquements de glace qui se brisaient. « Kaylen, tu m'entends » cria Brandt dans le micro. « Je t'entends. Que se passe-t-il chez vous? Tous mes capteurs sont devenus fous. Activité sismique, forte. » La voix agitée de Kaylen retentit dans les écouteurs. « Préparez une remontée d'urgence, on sort » aboya Brandt. Voilà la sortie, un rectangle sombre sur fond d'une immense grotte de glace. Nous avons couru hors du couloir de pierre, et même l'air glacial et raréfié de la grotte nous a semblé être un soulagement après l'atmosphère immobile de la prison. Devant nous, à une vingtaine de mètres, brillait le projecteur de notre cage. Kaylen se tenait déjà sur la rampe abaissée, regardant dans notre direction. Nous avons couru jusqu'à la cage et nous y sommes rapidement montés. « Montez, immédiatement !» a ordonné Brandt dès que mon pied a touché le sol métallique. Kaylen a appuyé sur le bouton et la rampe s'est mise à monter en sifflant. Au même instant, la cage a sursauté et a commencé à s'élever. Le grondement du treuil semblait être le plus beau son au monde. Nous avons regardé en bas, vers le fond de la grotte. Ce que nous avons vu nous a glacé le sang. Ce n'était ni de la vapeur, ni de la fumée qui s'échappait de l'entrée du couloir de pierre. Il s'en dégageait une lueur pâle et mortelle, semblable à une aurore boréale, mais d'une couleur vert sale, et elle devenait de plus en plus intense. Le sol glacé parfaitement plat de la grotte était recouvert d'un réseau de fissures identiques à celles que nous avions vues sur les caméras. Elles partaient d'amitié de la base de la structure en pierre, comme des rayons. La glace craquait et gémissait non plus par intermittence, mais dans un grondement continu et ininterrompu. « Qu'est-ce que cette lueur ?» demanda Anya, blottie contre la paroi de la cage. « Je ne sais pas, » répondis-je. « Une sorte d'énergie, de la luminescence, une réaction à la destruction. » La cage montait de plus en plus haut. 22 mètres, 30. Le fond de la grotte, avec sa cicatrice lumineuse et la bouche sombre du couloir, rétrécissait. Mais le grondement et les vibrations nous atteignaient, même ici. On aurait dit que tout le glacier sous nos pieds se mettait en mouvement. « Surface, surface, répondez! C'est Brandt !» cria le commandant dans le talkie-walkie. Après un bref sifflement, la réponse retentit. « Nous vous entendons, Brandt. Nous avons une situation d'urgence ici. Nous enregistrons de puissantes secousses souterraines dont l'épicentre se trouve juste en dessous de vous. Tout le plateau vibre. Je vous ordonne d'interrompre immédiatement la mission et de revenir. »« Nous rentrons déjà, » répondit Brandt. « Nous avons réveillé quelque chose. En bas, il y avait une construction. En bas, une prison. Nous l'avons ouverte par accident. » Le silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Apparemment, l'opérateur essayait de digérer ce qu'il venait d'entendre. Nous avons continué notre ascension. 100 mètres, 120. Soudain, la cage fut secouée violemment. L'un des câbles d'acier heurta bruyamment la paroi de glace. « Kaylen, que se passe-t-il » cria Brandt. « Je ne sais pas. Le glacier bouge. Les parois de la faille se rétrécissent. » répondit le technicien, agrippé au panneau de commande. Nous avons levé les yeux. La lumière terne provenant de la surface, qui semblait si lointaine, était désormais plus visible, mais les parois de la faille, des blocs de glace bleu-noir de la taille d'une maison, se déplaçaient lentement. Notre fissure dans la carapace de glace de la planète se refermait. Le treuil hurlait, augmentant sa vitesse. D'énormes morceaux de glace se détachaient des parois et tombaient
dans un fracas assourdissant dans l'abîme vert lumineux. Nous montions à travers la cascade de glace. L'un des débris, de la taille d'une voiture, passa à quelques mètres de nous, provoquant un puissant courant d'air. La cage se balançait d'un côté à l'autre. En bas, au fond, la lueur verte s'intensifia, illuminant un instant toute la grotte. Et dans cette lumière, nous avons vu quelque chose sortir de l'ouverture sombre du couloir. Pas un seul, mais des dizaines. De longues silhouettes minces, des formes trapues et blindées, quelque chose avec des ailes. Ils se déplaçaient, sortant de leur prison séculaire sur la glace lisse et fissurée. Ils étaient loin, à 200 mètres de profondeur, mais même d'ici, nous sentions la menace qu'ils représentaient. Ils étaient âmes, libres, et c'était nous qui les avions libérés. 170 mètres, 180. Les parois de la faille grinçaient en se refermant au-dessus de nous. Notre cage était comme un bouchon dans une bouteille serrée dans la main d'un géant. Le treuil tournait à plein régime, le câble vibrait sous la tension. Autour de nous, des blocs de glace se détachaient dans des parois vibrantes dans un grand fracas. Nous ne regardions plus vers le bas. Tous nos regards étaient tournés vers le haut, vers le rectangle de lumière blanche qui était notre seul salut. Il grandissait lentement, se rapprochait. Kaylen s'agrippait au panneau de commande. Les jointures de ses doigts blanchissaient. Anya se tenait les yeux fermés, collée contre la paroi du fond. Brandt et moi regardions le passage qui se rétrécissait et que nous devions franchir. La distance entre les murs n'était plus qu'à peine supérieure à la largeur de notre cage. Il y eut un grincement assourdissant de métal contre la glace. La cage se renversa, accrochée à une saillie de glace. Nous fûmes de projetés sur le côté. « Accrochez-vous !» cria Kaylen en essayant de redresser la cage. Nous restâmes immobiles un instant, coincés entre deux masses de glace en mouvement. Puis, dans un mouvement brusque qui faillit nous faire tomber, la cage se détacha de la saillie et s'élança vers le haut. Nous avons parcouru les 10 derniers mètres en quelques secondes, et enfin, la lumière nous a frappé les yeux. Nous étions à la surface. La cage s'est remise en place dans un bruit sourd, et le hurlement du treuil s'est arrêté. Mais le silence ne s'est pas installé. L'air était rempli d'un grondement sourd et continu qui semblait provenir de la glace sous nos pieds. Le vent nous fouettait le visage de fragments de glace. Notre campement était en plein chaos. 2 des 5 tentes s'étaient renversées sur le côté. Les caisses contenant le matériel étaient éparpillées. Les membres de l'équipe au sol couraient dans tous les sens, fixant ce qui n'avait pas encore été emporté, et jetant des regards effrayés vers la faille d'où nous venions de sortir. Le sol sous nos pieds continuait de trembler. Il ne s'agissait plus de secousses isolées, mais d'une vibration constante et puissante. « Que se passe-t-il ici ?» cria Brandt en retirant son casque. Le chef du camp, Jørgen, un météorologue norvégien, courut vers nous. Il était pâle. « Brandt, Dieu merci, vous êtes en vie. Ça a commencé il y a 10 minutes. Un tremblement de terre, ou un tremblement de glace. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Des lignes de faille se sont formées dans tout le secteur. » Jørgen pointa du doigt dans une direction. Je suivis son geste et vis quelque chose qui n'était pas là 1 heure auparavant. À quelques centaines de mètres du camp, une nouvelle faille large serpentait sur la plaine enneigée, et elle grandissait lentement. « Ce n'est pas un tremblement de terre, » dit Brandt d'une voix sourde et fatiguée. « C'est nous. Nous avons provoqué quelque chose là-bas, en bas. » Il se dirigea vers la tente des opérateurs radio et nous le suivîmes. À l'intérieur, tout était sens dessus-dessous. Le radio-opérateur essayait de fixer le matériel qui avait glissé sur la table. « Connectez-moi immédiatement à la base McMurdo », ordonna Brandt. « Déclenchez l'alerte maximale. » L'opérateur acquiesça, les mains tremblantes, tandis qu'il réglait la fréquence. Après quelques minutes de grésillement et de craquement, une voix calme retentit dans les haut-parleurs. «
McMurdo à l'écoute. Parlez, station Larsen 7. Brandt prit le micro. McMurdo. Ici, Brandt. Nous avons une situation d'urgence à l'échelle planétaire. Je répète, à l'échelle planétaire. Nous avons découvert à 200 mètres de profondeur une structure artificielle. Elle ressemble à une prison. À l'intérieur se trouvaient des formes biologiques inconnues, à l'état congelé. Au cours de l'opération de recherche, l'intégrité de l'objet a été compromise. Ils se sont réveillés. Ce que vous enregistrez comme activité sismique, ce sont les conséquences de leur libération. Ils remontent à la surface. Le silence s'est installé à l'autre bout du fil. Nous avons attendu. J'ai regardé les visages de mes camarades. Ils reflétaient un mélange d'épuisement extrême et de peur. Nous avions vu l'impossible et essayons maintenant de l'expliquer avec des mots. Finalement, le haut-parleur s'était réveillé. Mais la voix était différente. Ce n'était plus la voix calme de l'opérateur, mais une voix dure, autoritaire, avec des notes métalliques. Station Larsen 7. Ici le colonel Pierce, coordinateur des forces américaines en Antarctique. Votre message a été reçu. À partir de maintenant, vous êtes sous mon contrôle direct. Vous avez l'ordre de respecter le silence radio sur tous les canaux, à l'exception de celui-ci. Toute tentative de contacter quelqu'un d'autre sera considérée comme une trahison. Vous devez immédiatement rassembler et détruire toutes les photos et vidéos, tous les enregistrements dans les journaux de bord, toutes les notes manuscrites concernant votre découverte. Je répète, détruisez tous les supports physiques d'information. Vous ferez votre déposition orale en personne à mon équipe, qui est déjà en route. Attendez-vous à leur arrivée dans les 3 heures. Fin de la communication. Le haut-parleur siffla, puis se tut. Nous restâmes figés. Tout détruire? Ils n'avaient même pas envoyé de secours. Ils n'avaient pas annoncé d'évacuation. Ils avaient envoyé des gens pour effacer ce que nous avions trouvé. Les militaires, murmura Kaylen. Ils savaient, dis-je en regardant Brandt. Ou ils s'en doutaient. Une telle réaction, ça ne peut pas être improvisé. Ils savaient que quelque chose comme ça pouvait se trouver ici. Brandt ne répondit pas. Il posa lentement le micro. Son visage ressemblait à un masque de pierre. Il avait compris la même chose que moi. On ne nous avait pas envoyés ici simplement en tant que chercheurs. On nous avait utilisés comme appât ou comme clé pour vérifier si l'ancienne porte était toujours verrouillée. Et nous l'avions ouverte. À ce moment-là, un cri retentit à l'extérieur. Nous nous précipitâmes hors de la tente. Les vibrations s'intensifièrent. Jorgen se tenait debout et montrait du doigt l'ancienne faille dans laquelle nous étions descendus. Un pilier de lumière verdâtre s'élevait de la faille. Elle n'était pas brillante, plutôt terne et douloureuse, comme la lumière d'un arbre en décomposition, mais elle était clairement visible dans le crépuscule polaire qui s'épaississait. Elle pulsait comme un cœur géant battant profondément sous la glace, et avec cette lumière, un son s'éleva des profondeurs glacées. Ce n'était ni un grondement, ni un craquement. C'était un hurlement polyphonique et prolongé. Il ne ressemblait à aucun cri animal connu. Il contenait des notes de rage, de faim et d'autres choses, quelque chose de significatif, comme si des centaines d'esprits, enfermés depuis des éons, criaient simultanément leur liberté. La glace autour de la faille commença à noircir et à fondre, comme si elle était chauffée de l'intérieur. Mais aucune chaleur ne s'en dégageait. Au contraire, le souffle de vent qui en provenait était encore plus froid que l'air ambiant. C'était un froid qui semblait anormal, contre nature. Et puis nous avons vu un mouvement. Au bord même de la faille, sur fond de lueur verte, une silhouette est apparue. Quelque chose de long et de fin, ressemblant à une patte d'insecte, s'est enfoncé dans la glace fondue. Puis un autre. Lentement, avec un effort visible, il s'est extirpé de l'abîme. La créature est complètement sortie à la surface. Elle ressemblait
à celle que nous avions vue dans la première chambre. Grande, environ 2,5 mètres, avec des membres anormalement longs et fins. Sa peau pâle, presque blanche, semblait translucide dans la lueur verte vacillante. Elle se déplaçait lentement, tremblant, comme si elle se réhabituait à son propre corps après un long sommeil. Sa tête, dépourvue d'yeux et de bouche, tournait doucement d'un côté à l'autre, scrutant l'espace environnant. Elle fit un pas, puis un autre. Ses pieds à 3 doigts laissaient des empreintes profondes et étranges dans la neige. Derrière lui, une autre silhouette apparut de la faille, trapue et blindée, ressemblant à un crabe de la taille d'un taureau. Elle se déplaçait de côté, ses nombreux membres grattant la glace. La panique dans le camp se transforma en hystérie. L'un des techniciens de l'équipe au sol, un jeune homme, poussa un cri et s'enfuit de la faille, à l'aveuglette, dans le désert glacé. « Arrêtez !» hurla Brandt, mais sa voix fut noyée dans le bruit général. La grande créature tourna la tête vers l'homme qui courait. Elle s'immobilisa un instant, puis se précipita. Sa lenteur était trompeuse. Elle ne courait pas, elle glissait sur la neige, parcourant la distance à une vitesse incroyable. En quelques secondes, elle rattrapa le technicien. L'une de ses longues mains, semblable à un fouet, se tendit vers l'avant. Nous n'avons pas vu le coup, nous avons seulement entendu un cri bref et brisé. La silhouette de l'homme tomba dans la neige et ne bougea plus. La créature s'arrêta au-dessus du corps, resta immobile un instant, puis continua sa course vers notre campement, sans plus prêter attention à sa victime. Ce n'était pas une chasse, c'était un massacre. « Tout le monde dans les véhicules tout-terrain, immédiatement !» La voix de Brandt nous ramena à la réalité. « Laissez tout, nous ne prenons que les kits d'urgence et le carburant. Jorgen, démarre le premier. Kaylen, tu es le deuxième. Dépêchez-vous. » L'ordre fit son effet. Les survivants de l'équipe au sol, qui étaient au nombre de 4, se précipitèrent vers 2 grands véhicules, tout-terrain, à chenilles, garés à l'écart. Anya et moi courûmes derrière Kaylen. La créature blindée était déjà complètement sortie et se dirigeait maintenant vers nous, tandis que de nouvelles créatures sortaient d'en bas de la faille. L'une d'elles ressemblait à une chauve-souris, mais avec des ailes charnues d'au moins 10 mètres d'envergure. Elle les déploya, et même à distance, nous sentîmes un souffle de vent glacial. Brandt et Jorgen étaient déjà dans la cabine du premier véhicule, tout-terrain. Un rugissement retentit et le moteur démarra du premier coup. Les phares du véhicule ont éclairé les silhouettes qui approchaient dans la pénombre. La grande créature était déjà à 50 mètres. Kaylen a sauté dans le siège conducteur du deuxième véhicule, tout-terrain. J'ai aidé Anna à monter dans le compartiment passager, puis je l'ai suivie. « Démarre !» ai-je crié. Kaylen tourna la clé. Le démarreur hurla, mais le moteur ne démarrait pas. Il était resté trop longtemps dans le froid. « Merde, allez !» grogna Kaylen en tournant à nouveau la clé. Le même hurlement plaintif retentit. Dehors, on entendit un craquement et un cri. Je jetai un œil à travers l'épaisse vitre du hublot. La créature blindée avait atteint l'une des tentes vides et la déchirait maintenant avec ses pinces, déchiquetant le tissu résistant et les supports métalliques comme du papier. À la lumière des phares du premier véhicule tout-terrain, qui tournait lentement, nous avons aperçu l'opérateur radio. Il s'était précipité hors de la tente de communication et courait maintenant vers nous. Son visage était déformé par la terreur. Il était presque arrivé. Il ne restait plus que 10 mètres. À ce moment-là, quelque chose de noir et de rapide jaillit de l'ombre projetée par le générateur. C'était une petite créature, pas plus grande qu'un gros chien, qui se déplaçait sur 6 pattes fines comme celles d'une araignée, à une vitesse telle que l'œil avait du mal à la suivre. Elle bondit, directement sur le dos du radiotélégraphiste. Celui-ci tomba face contre terre dans la neige et un râle s'échappa de sa gorge.
La créature arachnéenne s'agrippa à lui et nous vîmes ses membres acérés pénétrer dans son corps. « Kaylen !» cria Anya. « J'essaie !» répondit-il en tournant la clé pour la 3e fois. Cette fois, le moteur toussa, cracha de la fumée noire et démarra dans un rugissement assourdissant. Kaylen, sans perdre une seconde, enclencha la vitesse. Le véhicule tout-terrain sursauta et se mit en route. Le premier véhicule tout-terrain avait déjà pris de la vitesse, s'éloignant du campement. Nous l'avons suivi. J'ai regardé en arrière. Notre campement, qui avait été notre maison ces derniers mois, était en train de se transformer en enfer. La grande créature marchait entre les bâtiments, détruisant méthodiquement tout sur son passage. La créature volante s'était élevée dans les airs et tournoyait maintenant au-dessus du pylône de lumière verte qui brillait de plus en plus fort depuis la faille. Des dizaines d'autres silhouettes, indiscernables dans la pénombre, se dispersaient sur la plaine glacée. Elles ne nous poursuivaient pas. Elles semblaient indifférentes. Elles avaient simplement découvert un monde nouveau et commençaient à l'explorer, effaçant toute trace de notre présence. Nous roulions dans le désert glacé, laissant derrière nous de profondes traces de chenilles. Devant nous, les feux de gabarit de la machine de Brandt brillaient dans la nuit. Sa voix retentit dans les écouteurs. Il parlait via la communication interne entre les 2 véhicules tout-terrain. À tous, nous nous dirigeons vers le sud, vers la station Vostok. C'est à 1400 km. Nous devrions avoir assez de carburant si nous roulons prudemment. Les militaires arriveront au camp détruit. Ils ne nous trouveront pas. Nous devons survivre. Nous devons raconter au monde ce qui s'est passé ici. Sa voix était calme, mais j'y entendais du désespoir. Nous étions une poignée de personnes au milieu du continent le plus hostile de la planète, fuyant une menace que personne ne pouvait imaginer. Et nous étions seuls. Nous n'avions plus aucun contact avec le monde extérieur. Nous n'existions plus officiellement. Nous roulions depuis environ 1 heure dans un silence complet, chacun digérant ce qu'il avait vu. Les vibrations du glacier avaient cessé. Les hurlements et les cris étaient restés derrière nous. Il n'y avait plus que le brouillard blanc et le hurlement du vent. On aurait dit qu'on s'était échappé. Et à ce moment-là, le véhicule tout-terrain a été secoué violemment et s'est incliné sur le côté droit. Kaylen a freiné brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« Je ne sais pas. Nous avons heurté quelque chose ou nous sommes tombés dans un trou. Nous avons sauté dehors. Notre roue droite était tombée dans une fissure fraîchement apparue dans la glace. Elle n'était pas large, environ 1,5 mètre, mais profonde, et elle s'étendait loin devant et derrière nous. Nous ne pouvions pas la contourner. Le véhicule tout-terrain de Brandt s'était arrêté devant nous. Ils étaient également sortis. Nous étions pris au piège. C'est alors que nous avons vu que la fissure n'était pas vide. De ses profondeurs émanait la même lueur faible et verdâtre. Le réseau de failles, de couloirs carcéraux, n'était pas seulement là, en bas. Il s'étendait vers le haut jusqu'à la surface, et nous avions roulé droit dessus. Kaylen et Jorgen ont sauté les premiers, équipés de puissantes lampes torches. Anya, Brandt et moi les avons suivis. Un vent glacial nous transperçait jusqu'aux os. Notre véhicule tout-terrain était dangereusement incliné, sa chenille droite complètement engloutie dans le vide noir de la fissure. Une faible lueur verte s'élevait des profondeurs, teintant la partie inférieure du véhicule d'une couleur fantomatique. « C'est grave, Kaylen » demanda Brandt. Sa voix était calme, mais on y percevait une certaine tension. Kaylen s'allongea sur la glace et éclaira le dessous du véhicule avec sa lampe. Nous attendîmes, scrutant l'obscurité qui nous entourait. Ici, loin du camp, le silence semblait absolu, seulement rompu par le hurlement du vent. La chenille n'a pas simplement sauté, elle s'est déchirée, dit enfin Kaylen. Le tendeur est cassé, plusieurs rouleaux ont été arrachés.
et on dirait que l'essieu moteur a été dévié par le choc. On ne pourra pas la sortir d'ici, même si on avait une grue et tout un parc de véhicules. Jörgen s'approcha du bord de la fissure et éclaira le fond. « Elle est profonde, dit-il. On ne voit pas le fond. Et regardez !» Il balaya la faille du faisceau de sa lampe. Il n'y avait pas qu'une seule fissure. À partir de celle-ci, tout un réseau de fissures plus petites s'étendait sur la glace, comme des veines. Toute cette partie du glacier était instable. C'est alors que nous avons entendu un bruit. Il provenait de la fissure sous notre véhicule. Ce n'était pas un bruit fort, mais un léger bruissement à peine perceptible, semblable à celui produit par des milliers d'insectes grouillant dans leur nid. Puis s'y ajouta un sifflement aigu et fin. Brandt se retourna brusquement vers le deuxième véhicule tout-terrain qui se trouvait à une trentaine de mètres de nous, sur la glace intacte. « La décision est prise, » dit-il d'un ton ferme. « Nous abandonnons ce véhicule. Nous transférons tous les bidons de carburant, l'eau et les rations d'urgence dans le véhicule de Jörgen. Nous ne prenons rien de superflu. Nous avons 10 minutes. Nous travaillons en chaîne. Vite. » Il n'y avait pas de temps pour les disputes ou les doutes. Nous savions ce que ce bruit signifiait. Ils étaient là, juste en dessous de nous. Nous nous sommes mis en chaîne. Jörgen a ouvert le compartiment de chargement de son véhicule tout-terrain. Brandt s'est placé au milieu, et Anya, Kaylen et moi avons commencé à sortir les lourds bidons de 20 litres de diesel de leur fixation sur le côté du véhicule endommagé. Le travail était pénible. Les bidons étaient glacés. Le métal brûlait même à travers les gants. Nous les passions de main en main. 1, 2, 3. Le bruissement provenant de la fissure devenait plus fort. Il ressemblait désormais au crissement de milliers de minuscules griffes sur la pierre. La lueur verte devint un peu plus vive, et, dans sa lumière, nous vîmes un mouvement dans les profondeurs. Quelque chose remontait. « Plus vite !» pressa Brandt. Nous passâmes aux caisses de vivres. Elles étaient plus légères, et le travail alla plus vite. Nous avions déjà presque tout transporté. Il ne restait plus qu'à faire un dernier aller-retour pour aller chercher la trousse médicale et la caisse de fusée de détresse. À ce moment-là, un flot jaillit de la fissure. Ce n'était pas une seule créature, c'était une vague. Des milliers de petites créatures noires, chacune pas plus grande que la paume d'une main humaine, se sont déversées de la fissure et ont coulé sur la neige comme une rivière vivante et bouillonnante. Elles ressemblaient à des araignées ou à des scorpions, avec de nombreuses pattes fines et rapides et des corps segmentés. Elles se déplaçaient à une vitesse incroyable. « Dans la voiture !» cria Brandt. Mais il était trop tard. L'un des techniciens de l'équipe au sol qui nous aidait trébucha en reculant et tomba. La vague de créatures noires le recouvrit en un instant. Son cri fut bref et terrifiant. Il s'interrompit presque aussitôt. Nous avons vu son corps se contracter sous la masse grouillante, puis s'immobiliser. Jörgen, qui était le plus proche de lui, a sorti son piolet de sa ceinture et s'est avancé, mais Brandt l'a saisi par le bras. « Recule, on ne peut plus l'aider !» Roy, ayant achevé sa première victime, se divisa en deux. Une partie recouvrit notre véhicule tout-terrain endommagé, le recouvrant d'un tapis noir en mouvement. Un grincement retentit lorsque des milliers de petites mâchoires ou pinces s'enfoncèrent dans le métal. L'autre partie se précipita vers nous. Nous nous précipitâmes vers le deuxième véhicule tout-terrain. Anya et Kaylen ont été les premiers à monter à bord. J'étais sur le point de les suivre quand j'ai vu que Brandt et Jörgen étaient à la traîne. Ils reculaient, repoussant les premières créatures qui les avaient atteints. Brandt les frappait avec la crosse du fusil qu'il avait réussi à attraper, tandis que Jörgen brandissait son piolet. J'ai sorti un lourd extincteur de son support près de la porte. « Baissez-vous !» ai-je crié en appuyant sur le levier. Une mousse blanche et épaisse a frappé la nuée qui avançait. Les créatures ont sifflé, ont tremblé.
Leurs mouvements sont devenus plus lents. Cela a donné quelques secondes à Brandt et Jørgen. Ils se précipitèrent dans le compartiment et je claquai la lourde porte hermétique. Au même instant, des centaines de petits chats-corps se mirent à tambouriner dessus. Nous étions en sécurité, mais le bruit du métal qui grinçait nous entourait de toutes parts. Les créatures recouvraient tout le véhicule. Les hublots ne laissaient d'en voir qu'une masse noire grouillante. « Allons-y, Kaylen, à fond !» ordonna Brandt. Kaylen, qui était déjà au volant, enfonça la pédale d'accélérateur. Le véhicule tout-terrain rugit et démarra en trombe. La machine tremblait lorsque les chenilles écrasaient les créatures qui les recouvraient. Nous roulions à l'aveuglette à travers un voile vivant. Après quelques centaines de mètres, le grincement s'atténua. Les créatures commencèrent à se laisser distancer ou à être emportées par la vitesse. Bientôt, les hublots se dégagèrent. Je regardais derrière moi. Notre deuxième véhicule tout-terrain avait presque disparu sous la masse noire. La fissure verte dans le sol pulsait de plus en plus fort, crachant sans cesse de nouveaux flots de ces créatures. Nous étions à nouveau sauvés, mais notre situation était devenue catastrophique. Il ne nous restait qu'un seul véhicule tout-terrain, avec 5 personnes à bord. Brandt, Anja, Kaylen, moi-même et Jørgen, blessés. L'une des créatures avait réussi à lui arracher la jambe, et Anja essayait maintenant de soigner sa profonde blessure déchiquetée. Nous avions perdu la moitié de nos provisions et presque tout notre équipement supplémentaire. Et le pire, c'est que nous avons compris qu'il était inutile de fuir. Ces créatures n'étaient pas seulement dans la faille principale, elles étaient vinées partout, sous la fine couche de glace sur laquelle nous roulions. Toute l'Antarctique était leur prison, et maintenant son toit se fissurait. Nous roulions vers le sud, mais ce n'était plus une fuite vers le salut. C'était une avancée dans un champ de mines. Chaque nouvelle fissure sur notre chemin pouvait devenir un nouveau nid, un nouveau piège. Nous n'étions pas sur le continent, nous étions sur le toit d'une ruche. À l'intérieur du véhicule tout-terrain, l'espace était exigu et empestait l'antiseptique et la peur. Kaylen était au volant, les yeux rivés sur l'espace blanc devant lui, éclairé par de puissants projecteurs. Il conduisait lentement et prudemment, contournant les moindres irrégularités et les taches sombres sur la neige qui pouvaient s'avérer être de nouvelles fissures. Chacun d'entre nous comprenait que la glace sous nos pieds n'était plus une terre ferme, mais seulement un toit fragile, au-dessus d'un abîme grouillant de monstres. À l'arrière, Anja était penchée sur Jørgen. Il était allongé sur une étroite banquette, le visage couvert de sueur malgré le froid. Anja avait découpé la jambe de sa combinaison polaire pour accéder à la blessure. Ce que nous avons vu a même fait taire Brandt. La blessure, infligée par une petite créature, était peu profonde, juste quelques égratignures. Mais la peau autour n'était pas rouge d'inflammation, mais bleu-noir. De la blessure elle-même, de fines veines noires, semblables aux racines d'un arbre malade, s'étendaient le long de la jambe. Elles remontaient lentement, mais sûrement vers la cuisse. Je l'ai traité avec un antiseptique très puissant. J'ai mis un bandage, mais ça ne sert à rien, dit doucement Anja, la voix tremblante, mêlant intérêt scientifique et horreur. La nécrose des tissus se propage à une vitesse incroyable, mais cela ne ressemble pas à une gangrène ordinaire. La peau est froide au toucher, glacée et dure comme de la pierre. Brandt s'assit à côté d'elle et éclaira la blessure avec sa lampe torche. « Que peux-tu faire » demanda-t-il. « Rien » répondit Anja en secouant la tête. « Je n'ai ni les instruments nécessaires pour l'amputation, ni les médicaments adéquats. Tous les médicaments standards que je lui ai administrés sont inefficaces. C'est autre chose. Son corps ne lutte pas contre l'infection. Il y succombe. Il se transforme. » Jørgen gémit et ouvrit les yeux. Ils étaient d'assautés troubles, les pupilles dilatées. « J'ai froid »
murmura-t-il. Il fait si froid, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Il regarda sa jambe, mais semblait ne pas la reconnaître. Il chante, tout doucement, sous nos pieds. Vous entendez ? Brand se redressa et se dirigea vers la table de navigation à l'avant de la cabine. Il déplia une grande carte papier de l'Antarctique. Le plan change, dit-il en s'adressant à nous tous. Nous n'irons pas jusqu'à l'est. Le chemin est trop long et trop dangereux. Nous ne savons pas jusqu'où s'est propagée cette contagion. Mais ici, dit-il en pointant du doigt un point sur la carte, à environ 300 km au sud-est de notre position, sur le dôme glacé d'Argus, se trouve la station de relais automatique Polus 3. Elle est abandonnée depuis 5 ans déjà, mais d'après mes informations, elle abrite un puissant émetteur à longue portée alimenté par un générateur isotopique. Il n'est pas connecté au réseau militaire standard. Si nous parvenons à l'atteindre, nous pourrons envoyer un signal de détresse. Pas aux militaires, au monde entier, pour raconter ce qui s'est passé ici. C'était un objectif désespéré, mais le seul qui soit raisonnable. Il ne suffisait plus de simplement survivre. Nous devions avertir les autres. Nous y arriverons, dit Kailen sans quitter la route des yeux. Les heures suivantes, nous roulâmes dans un silence oppressant, seulement rompu par le rugissement du moteur et le murmure de Jørgen. Son état empirait à vue d'œil. Les veines noires avaient déjà atteint son ventre. Il tombait dans l'inconscience, puis se mettait à délirer. Il parlait de la grande mer qui dormait dans les glaces, de la lumière verte qui était son souffle, du fait que la prison était devenue un berceau. Ces paroles étaient le délire incohérent d'un homme malade, mais elles avaient une logique terrifiante qui nous faisait frissonner. Anya mesurait constamment sa température. 34,2, dit-elle à Brandt. Elle baisse, son corps se refroidit. Il est en train de mourir, mais cela ne ressemble pas à une mort par hypothermie. La crise survint soudainement. Jørgen se redressa brusquement, les yeux écarquillés. Il poussa un cri, mais ce n'était pas un cri de douleur. C'était le même hurlement vibrant et polyphonique que nous avions entendu près de la faille. Le son provenait de sa gorge, mais il était déformé, inhumain. Il arracha le bandage de sa jambe, et nous vîmes que les veines noires sur sa peau commençaient à briller, d'une faible lumière verte nauséabonde, la même que celle qui émanait de la faille. « Il m'appelle, il est temps de rentrer !» croassa-t-il avant de se précipiter vers la porte latérale du compartiment de débarquement. Brandt et moi, nous précipitâmes vers lui pour essayer de le retenir. Mais sa force était surhumaine. Lui, un homme affaibli, mourant, nous repoussa tous les deux comme des poupées. Il se jeta sur le levier d'ouverture d'urgence de la porte. La sirène retentit. La lourde porte s'ouvrit sur le côté et une tempête glaciale s'engouffra dans le véhicule tout-terrain. Kailen freina brusquement. « Jørgen, non !» cria Anya. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tourné vers nous. Pendant un instant, le délire dans ses yeux disparut. Il nous regarda, et dans son regard, on lut l'horreur de ce qu'il était en train de devenir. Il regarda Anya, Brandt, puis moi. « Pardonnez-moi, » murmura-t-il, mais nous entendîmes ces mots malgré le hurlement du vent. Puis, il s'enfonça dans le brouillard blanc. Nous avons couru vers l'ouverture. Sa silhouette n'était restée visible que quelques secondes. Puis elle a été engloutie par la tempête. Nous sommes restés là, abasourdis. Brandt s'est lentement approché du tableau de bord et a appuyé sur le bouton de fermeture de la porte. Dans un sifflement hydraulique, l'ouverture s'est refermée, nous coupant du monde extérieur. Le véhicule tout-terrain s'est remis en route. Nous n'étions plus que 4. Nous avons continué notre route vers le sud. Personne n'a dit un mot. Nous venions de constater que même une simple égratignure infligée par ces créatures ne tuait pas. Elle assimilait. Elle transformait l'humain en une partie de leur essaim. La menace ne venait pas seulement de l'extérieur.
Nous savions désormais que n'importe lequel d'entre nous pouvait la faire entrer à l'intérieur. 3 jours, ou 4, le temps avait perdu toute notion et s'était transformé en un cycle infini fait du rugissement du moteur, du voile blanc derrière la vitre et d'un silence oppressant à l'intérieur. Nous nous relayions au volant toutes les 6 heures. Le sommeil était court et agité, peuplé d'images de créatures grouillantes et de veines noires lumineuses. Nous ne parlions presque pas. Tout ce qui pouvait être dit avait déjà été dit. Il ne restait plus que la route. Le carburant était presque épuisé. Nous rationnions strictement la nourriture. Anya surveillait silencieusement notre état, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que soigner notre fatigue et notre désespoir. Brandt passait presque tout son temps à la table de navigation, traçant notre itinéraire sur de vieilles cartes, essayant de trouver un chemin sûr. Mais il n'y avait plus de chemin sûr. Le glacier sous nos pieds changeait. Chaque jour, nous tombions sur de nouveaux champs de crevasses, larges comme des rivières, qui nous obligeaient à faire d'énormes détours. Parfois, la nuit, lorsque la tempête s'apaisait, nous voyions à l'horizon une faible lueur verte, pulsant au rythme d'un cœur invisible. Elle était tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt, semblait-il, juste devant nous. La prison n'était plus un seul endroit, elle était devenue tout un monde sous nos pieds. Le 3e jour, nous avons aperçu un avion. C'était un gros avion de transport militaire qui volait à basse altitude, et nous pouvions clairement distinguer sa silhouette sombre sur fond de ciel gris. Il ne volait pas en ligne droite, mais tournait au-dessus d'une zone située à environ 20 km à l'est de notre position. « Ce sont les hommes de Pierce », dit Brandt en regardant dans ses jumelles. « Ils cherchent quelque chose, ou quelqu'un. »« Nous ?» demanda Anya. « Ou ce qu'il reste de nous, » répondit Brandt. « Ou alors ils sont à la chasse. Quoi qu'il en soit, nous devons nous tenir le plus loin possible d'eux. Nous avons changé de cap, nous dirigeant vers l'ouest, et bientôt, l'avion a disparu de notre vue. Mais ce spectacle ne nous a pas soulagés. Il n'a fait que confirmer que nous étions pris en étau entre 2 forces hostiles, des monstres inconnus en dessous et des militaires qui voulaient enterrer ce secret avec nous. Le lendemain, nous sommes tombés dessus, une tache noire sur la neige blanche que l'on aurait pu prendre de loin pour un affleurement rocheux. Mais lorsque nous nous sommes approchés, nous avons compris ce que c'était. C'était un véhicule tout-terrain à chenilles de l'armée, semblable au nôtre, mais plus grand et plus récent. Il était accidenté. L'une de ses chenilles avait été arrachée et projetée à plusieurs mètres. Le blindage était perforé à plusieurs endroits. Les bords des trous n'étaient ni pas déchiquetés comme après une explosion, mais incurvés vers l'intérieur, comme s'ils avaient été faits par un objet contondant géant. Il n'y avait ni trace de lutte, ni cadavres autour du véhicule, seulement des empreintes profondes et étranges dans la neige. « Arrête !» ordonna Brandt à Kaylen. Notre véhicule tout-terrain s'arrêta à une centaine de mètres de la voiture, accidentée. « Il faut vérifier », dit Brandt. « Il y a peut-être du carburant, ou une radio. »« C'est un piège, » dit Kaylen. « Je le sens. »« C'est possible, » admit Brandt. « C'est pourquoi seuls Silas et moi irons. Anya, Kaylen, vous restez ici. Ne coupez pas le moteur. Si nous ne sommes pas de retour dans 15 minutes, ou si vous voyez un danger, partez. C'est un ordre. Brandt et moi avons pris nos fusils et sommes de sortie. Le vent était faible et le silence presque total. Nous nous sommes approchés lentement de la voiture accidentée, en regardant attentivement autour de nous. Aucun mouvement, aucun bruit. La porte du compartiment de débarquement du véhicule tout-terrain avait été arrachée de ses gonds. Nous avons regardé à l'intérieur. Il y avait 4 soldats. Ils étaient assis à leur place, figés dans des positions anormales. Leurs yeux étaient grands ouverts et remplis d'horreur. Ils n'étaient mot n'est pas blessés. Il n'y avait pas une goutte de sang sur leur corps. Ils étaient gelés.
Mais ce n'était pas de la glace ordinaire. C'était la même substance parfaitement transparente, sans la moindre bulle, que nous avions vue dans les cellules de la prison. Une fine couche de cette glace recouvrait leurs vêtements, leur peau, les armes qu'ils tenaient maintenues dans leurs mains. L'un d'eux était figé, la main levée pour se protéger le visage. Un autre tendait la main vers sa radio. Ils avaient s'étaient congelés instantanément, au milieu du combat. Quelle créature était capable d'une telle chose, murmurai-je. Une créature que nous n'avons pas encore rencontrée, répondit Brandt. Nous inspectâmes rapidement la cabine. Tous les instruments étaient cassés. La radio était détruite. Les réservoirs de carburant étaient percés. Il n'y avait rien à prendre, ici. Partons, dit Brandt. Nous sommes sortis du véhicule et avons repris le chemin de notre 4x4. Nous avions déjà parcouru la moitié du chemin lorsque nous l'avons entendu. Une voix. Elle provenait du véhicule accidenté. « Aidez-moi, j'ai froid. » C'était une voix féminine claire et pure, sans accent. Nous nous sommes figés et nous nous sommes retournés. « Ce n'est pas possible, » a dit Brandt. À l'intérieur de la voiture, il n'y avait que des soldats morts, tous des hommes. « S'il vous plaît, ne partez pas, » a répété la voix. Elle était pleine de supplications et de souffrances. N'importe quelle personne normale se serait précipitée pour aider. Mais nous n'étions plus normaux. « Ce n'est pas un être humain, » dis-je en reculant. « C'est une imitation. Il essaie de nous attirer vers lui. »« Je sais, » répondit Brandt en levant son fusil. « Avance vers la voiture, ne cours pas. » Nous avancions lentement, dos tourné, sans quitter des yeux l'ouverture sombre du 4x4 accidenté. La voix se tut. Le silence redevint oppressant. Et dans ce silence, nous l'avons vu. Une silhouette est apparue lentement derrière la carcasse du véhicule accidenté. Elle était grande et mince, comme la première créature qui était sortie de la faille. Mais celle-ci était différente. Sa peau n'était pas blanche, mais changeait de couleur comme une nappe d'huile sur l'eau, se fondant parfaitement dans la neige et les ombres. Elle n'avait pas de tête au sens humain du terme, seulement un renflement lisse au bout d'un long cou, et elle se déplaçait sans faire le moindre bruit. Elle n'attaquait pas. Elle se tenait simplement là et nous observait. Et nous avons compris qu'il ne se contentait pas d'imiter la voix. Il lisait nos pensées, nos émotions. Il avait trouvé dans notre mémoire une image qui susciterait le plus de compassion possible et l'avait utilisée. C'était un chasseur intelligent et rusé. Nous avons rejoint notre véhicule tout-terrain. Nous sommes montés à l'intérieur et avons claqué la porte. « Kaylen, partons, vite !» a crié Brandt. Le véhicule tout-terrain a démarré en trombe, prenant de la vitesse. J'ai regardé par le hublot arrière. La créature ne nous poursuivait pas. Elle se tenait simplement là et nous regardait partir, sa peau multicolore se dissolvant lentement dans la brume blanche. Elle savait que nous ne pouvions pas quitter ce continent. La chasse venait de commencer. Nous l'avons enfin aperçue. La station Opolus 3 était un amas hideux de modules métalliques et d'antennes au sommet d'un haut plateau glacé. Au cours de décennies d'oubli, le vent avait presque entièrement décapé sa peinture, et elle ressemblait désormais au squelette d'un animal préhistorique à moitié recouvert de neige. Autour, à perte de vue, il n'y avait rien d'autre qu'une plaine blanche et ondulée. C'était l'endroit le plus isolé et le plus vulnérable de la planète. Nous n'avons pas osé nous approcher. Kaylen a arrêté le véhicule tout-terrain à 1 kilomètre de la station, et Brandt l'a longuement observé à la jumelle. Aucune trace, ni humaine, ni technique, ni autre, a-t-il finalement déclaré. On dirait que personne n'est venu ici depuis longtemps, mais cela ne veut de rien dire. Le plan était simple et dangereux. Nous avons laissé le véhicule tout-terrain ici, moteur en marche, prêt à démarrer immédiatement. Nous nous sommes tous rendus à la station ensemble. Nous étions trop peu nombreux pour nous séparer. Si Opolus 3 s'avérait être un piège, soit nous nous en sortirions tous ensemble,
soit personne ne s'en sortirait. Le trajet jusqu'à la station a pris environ 20 minutes. Le vent était particulièrement fort sur le plateau. Il nous renversait et nous projetait des éclats de glace au visage. La station était construite sur de hauts pilotis afin d'éviter qu'elle ne soit ensevelie sous la neige. Le vent soufflait en dessous. Nous avons trouvé l'entrée principale, une lourde porte hermétique avec une poignée gelée. Kaylen a dû utiliser un chalumeau portable pour faire fondre la glace dans le mécanisme. Dans un grincement assourdissant, le volant a cédé. La porte s'est ouverte en gémissant, nous laissant pénétrer dans l'obscurité totale. Il faisait encore plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'air était immobile et sec. Les faisceaux de nos lampes torches éclairaient un couloir étroit dont les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de givre. Il faut trouver la salle des machines et le poste de commande, dit Kaylen. Sa voix résonnait dans le silence. D'après les plans, il devrait se trouver dans le module central. Nous avons avancé dans le couloir, nos pas crissant sur le sol gelé. La station semblait déserte. Nous sommes passés devant des compartiments d'habitation avec des couchettes gelées, devant la cuisine, où des plats recouverts de givre étaient bien déposés sur les tables. Tout semblait indiquer que les gens avaient quitté les lieux à la hâte. Pendant que Kaylen et Brandt cherchaient dans la salle des machines, Anya et moi avons été chargés de fouiller les compartiments scientifiques et médicaux à la recherche de quelque chose d'utile. Le compartiment médical était vide. Toutes les armoires à pharmacie avaient été vidées. Mais dans le module scientifique, derrière une étagère renversée, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu. C'était une petite boîte métallique vissée au sol. La serrure était cassée. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un épais cahier relié en cuir. Les notes étaient écrites en russe, d'une écriture soignée et lisible. « Qu'est-ce que c'est » demanda Anya. Je pris le cahier. Je connaissais un peu le russe. Je l'avais étudié à l'université. « C'est un journal », dis-je en feuilletant les pages. On dirait le journal intime d'un scientifique soviétique. Nous nous sommes assis par terre et j'ai commencé à lire, traduisant à haute voix les passages les plus importants. Ce que nous avons découvert était plus effrayant que n'importe quel monstre. Les notes étaient datées de 1972. L'auteur, un certain professeur Sokolov, était à la tête d'un projet secret appelé Objet Zarya. Ils avaient découvert l'anomalie, comme ils l'appelaient, dans les années 60, à l'aide de sondages sismiques profonds. Ils étaient également descendus sous terre. Ils avaient également trouvé des couloirs de pierre et des chambres glacées. Les scientifiques soviétiques avaient été les premiers. Ils avaient appelé ces créatures les endormis. Ils les avaient étudiées et avaient tenté de prélever des échantillons. Le journal contenait des descriptions détaillées des créatures, ainsi que des croquis réalisés au crayon. Sokolov a écrit sur l'incroyable biologie des dormeurs, sur leur capacité à entrer en état d'hibernation pendant des millions d'années. Il a écrit sur la lueur verte qu'ils appelaient « rayonnement du champ zéro », un type d'énergie inconnue qui, selon leur hypothèse, maintenait les chambres dans un état stable. Mais ensuite, les notes sont devenues de plus en plus inquiétantes. Les membres de l'expédition ont commencé à souffrir de cauchemars et d'hallucinations. Ils entendaient lire des voix, des chuchotements sous la glace. Sokolov a compris que certains dormeurs avaient des capacités télépathiques. Ce n'étaient même pas des animaux sans cervelle, ils étaient intelligents. Puis vint le dernier enregistrement. Il avait été rédigé d'une main tremblante, les lettres sautaient. Sokolov écrivait qu'ils avaient commis une terrible erreur. L'objet n'était pas une prison. Plus précisément, ce n'était pas seulement une prison. C'était un mécanisme gigantesque, un terraformeur. Les drones dormeurs n'étaient pas des prisonniers amenés ici. Ils étaient des graines.
Le mécanisme devait s'activer lorsque les conditions sur la planète seraient propices. Leur tâche n'était pas simplement de s'échapper. Leur tâche était de changer cette planète, de la transformer en leur nouvelle maison, en modifiant lentement l'atmosphère et en abaissant la température à un niveau confortable pour eux. Le réveil n'était pas un hasard, il était prévu. Notre planète était simplement mûre pour la moisson. Nous n'avons pas réveillé des prisonniers, ai-je lu la dernière ligne. Nous avons sonné la cloche qui les convoquait au festin. Dieu, pardonne-nous. À ce moment-là, la lumière s'est allumée dans toute la station. Les lampes de secours ternes au plafond ont clignoté et se sont allumées d'une lumière uniforme et froide. Les systèmes de ventilation se sont mis à ronronner. La voix de Brandt a retenti dans le couloir. « Ça a marché. Kaylen a démarré le réacteur principal. Anya et moi avons quitté le module scientifique et avons couru vers le compartiment central. Là, dans la grande salle remplie de pupitres et d'écrans, se tenaient Brandt et Kaylen. Kaylen était assis devant la console principale, ses doigts volant sur le clavier. « Ça marche, dit-il. Le générateur isotopique fonctionne normalement. L'alimentation est stable. J'ai connecté le contrôleur longue portée qu'au panneau de commande principal. Nous pouvons commencer la diffusion. » Une carte du monde s'afficha sur l'un des grands écrans devant lui. Brandt s'approcha du microphone. Nous avions une chance. Mais au même instant, un voyant rouge clignota sur le panneau de commande et une alarme stridente et intermittente retentit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Anya. Kaylen regarda l'autre écran, sur lequel s'affichaient des rangées de chiffres et de diagrammes. Son visage pâlit. « Oh non !» murmura-t-il. « C'est un sonar passif à grande profondeur. Je ne savais pas qu'il était connecté au réseau principal. Lorsque nous avons mis le réacteur en marche, la station s'est réveillée. Elle a envoyé une puissante impulsion active dans le glacier. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Brandt d'un ton sec. Kaylen leva les yeux vers nous et nous y lisions l'horreur. « Cela signifie que nous venons, comme une gigantesque fusée de signalisation, de communiquer nos coordonnées exactes à tous ceux qui savent écouter, aux militaires et à eux. La station n'était pas un refuge, c'était un phare, et nous venons de l'allumer. » L'alarme envahissait la petite salle de commande d'un son strident et monotone. Une lampe rouge clignotait, projetant des reflets sanglants sur nos visages épuisés. Sur l'écran du sonar que Kaylen avait allumé, nous pouvions le voir. Des dizaines, voire des centaines de pointes rouges se déplaçaient sous la glace. Ils venaient de toutes les directions et se dirigeaient tous vers nous, vers notre balise. Et sur un autre écran, celui du radar longue portée, un autre point clignotait. Il se déplaçait dans les airs rapidement depuis le nord. « Les militaires, » dit Brandt. « Et eux, » ajoutai-je en montrant le sonar. « Qui sera le premier ?» demanda Anya. « Cela n'a pas d'importance, » répondit sèchement Brandt. Il s'avança vers le micro, le visage déterminé et calme. Il n'y avait plus en lui ni peur ni doute, seulement un objectif. Kaylen diffuse notre signal sur toutes les fréquences civiles et d'urgence ouvertes, dans le monde entier. Désactive le cryptage. Silas, aide-moi. Nous devons transmettre l'essence du journal de Sokolov, de manière concise et claire. Les 10 minutes qui suivirent furent les plus importantes de notre vie. Pendant que Kaylen s'affairait sur l'émetteur, orientant l'antenne et établissant les canaux de communication, Brandt et moi rédigeâmes un message. Ce n'était pas un appel à l'aide, ce n'était pas le récit de notre survie. C'était un avertissement, un testament. « À tous ceux qui peuvent nous entendre », commença Brandt lorsque Kaylen lui fit signe. Sa voix, amplifiée par la puissance de l'émetteur, volait désormais au-dessus des déserts gelés, au-dessus des océans, vers tous les continents. Ici, le commandant de l'expédition scientifique, Larsen 7. Notre base a été détruite.
Nous nous trouvons dans la station abandonnée Polus 3. Ce que nous avons découvert en Antarctique n'est ni une découverte scientifique, ni une menace locale. C'est un événement de l'ordre de l'extinction. Je pris un autre micro et commençai à traduire les passages clés du journal de Sokolov, à propos des « dormeurs », qui étaient en réalité des graines, à propos de la prison, qui était un incubateur et un terraformeur, à propos du fait que leur objectif était de modifier l'atmosphère et le climat de la Terre. Nous avons répété cela encore et encore, en anglais et dans un russe approximatif, en alternant les faits et nos propres observations. Nous avons parlé des créatures que nous avions vues, de leur capacité, de l'infection qui ne tue pas, mais transforme. « Cible aérienne à 5 minutes », a crié Kaylen. Les points sur le sonar remontent à la surface, tout autour du périmètre. Nous avons continué à parler. Nous ne regardions plus les écrans. Nous nous regardions les uns les autres, comprenant que c'était nos derniers mots. Dehors, un rugissement grandissant se fit entendre. Par le hublot, nous avons vu un hélicoptère noir sans insigne émerger du brouillard neigeux et planer au-dessus de la station. Des silhouettes en camouflage blanc ont commencé à descendre le long de cordes. 1 minute plus tard, un fracas retentit lorsqu'ils enfoncèrent la porte d'entrée. 6 soldats en tenue de combat firent irruption dans la salle de contrôle. Ils étaient Lamo, suivis d'un homme en uniforme d'officier, le colonel Pierce. « Cessez la transmission !» ordonna-t-il. Sa voix était aussi froide et autoritaire qu'à la radio. « Vous avez commis un acte de trahison. »« Nous avons averti le monde, » répondit calmement Brandt. « Contrairement à vous, qui avez caché cette vérité pendant des décennies. »« Vous ne comprenez rien, » marmonna Pierce. « Il existe un protocole, un plan de confinement. Votre panique va tout détruire. » À ce moment-là, la station fut secouée par une violente secousse. De la glace tombait du plafond. L'un des soldats, qui regardait les écrans, s'écria « Monsieur, ils sont là! Ils sont partout !» Pierce fut déconcerté pendant un instant. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent aussi vite. Et à ce moment-là, l'enfer se déchaîna. La première créature fit irruption dans le compartiment non pas par la porte, mais à travers le mur, transperçant le métal épais comme du carton. C'était une créature blindée, ressemblant à un crabe. Elle attrapa l'un des soldats avec ses pinces et le déchira en deux. Les soldats ouvrirent sans le feu. Les fusils crépitèrent de manière assourdissante. Les balles ricochaient sur sa carapace chitineuse. De l'extérieur, on entendait des cris, des coups de feu et des hurlements inhumains. La station était attaquée de tous côtés. Dans le chaos du carnage qui venait de commencer, Brandt nous attrapa, Anya et moi, par les mains. « Kaylen, surcharge du réacteur, tu sais quoi faire !» cria-t-il pour couvrir le bruit. Kaylen, sans dire un mot, se précipita vers la console de commande du générateur. Son visage était pâle, mais ses mains ne tremblaient pas. « Vous deux, allez au véhicule tout-terrain », nous ordonna Brandt. « Vous êtes des témoins. Vous et ce journal. Vous devez survivre. C'est mon dernier ordre. » Il me mit le journal de Sokolov dans les mains. « Kaylen et moi, on va les retenir. » Pierce et ses soldats petits restants ripostaient en battant en retraite vers la sortie. Ils ne faisaient plus attention à nous. Leur priorité était désormais de sauver leur peau. Dans le couloir, ils tombèrent nez à nez avec une créature chasseuse grande et aux couleurs chatoyantes. Nous l'avons vu se déplacer parmi eux, tel un fantôme mortel, et les soldats tombaient, les uns après les autres, figés dans une glace cristalline. Anya et moi, nous sommes mis à courir. Nous avons couru dans les couloirs où les monstres régnaient déjà en maître. Nous avons dépassé les créatures arachnéennes qui dévoraient le corps d'un des soldats. Nous avons couru hors de la station, dans l'enfer neigeux. Notre véhicule tout-terrain était là où nous l'avions laissé, seul îlot d'espoir. De petites créatures noires s'étaient déjà rassemblées autour de lui.
mais n'avait-il pas encore eu le temps de l'envahir? Nous avons couru et avons sauté à l'intérieur. Je me suis assis au volant et mes mains ont trouvé d'elles-mêmes les leviers nécessaires. Le moteur rugit et je dirigeais le véhicule loin de la station, loin de ce cauchemar. Je jetai un coup d'œil par le hublot arrière. La station ressemblait à une ruche en ébullition. Des dizaines de créatures grimpaient sur ses murs, arrachant le métal. Mais je voyais encore des éclairs de tir dans les fenêtres du poste de commandement. Brandt et Kaylen tenaient en bon. Nous avions parcouru près d'1 kilomètre lorsque cela se produisit. La station Sepolus 3 s'embrasa. Mais ce n'était pas une explosion ordinaire. Un dôme silencieux de lumière verte aveuglante, la lumière du champ zéro, s'échappa de la station. Il s'est rapidement étendu, engloutissant tout sur son passage. La station, l'hélicoptère, tous les êtres qui se trouvaient à proximité. Il a englouti tous les cris, toute l'horreur. Puis, il a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Il ne restait plus de la station qu'une tache fondue et noircie sur la glace. Et le silence. Je ne me suis pas arrêté. J'ai conduit le véhicule tout-terrain vers le nord, loin de cet endroit maudit. Anya et moi étions assis en silence. Des larmes gelèrent sur ses joues. Sur les miennes aussi. Nous étions deux. Nous avions survécu. Nous nous étions échappés. J'avais entre les mains le journal du professeur Sokolov. Notre transmission n'avait peut-être duré que quelques 2 minutes. Peut-être que personne ne l'avait entendu. Ou peut-être que si. Nous n'en savions rien, mais nous étions vivants, et nous portions en nous la vérité. Nous roulions à travers un désert blanc infini, dernier survivant de la station Larsen Sept, sous un ciel qui ne semblait plus être le nôtre.